Bonjour à toutes et à tous. On va patienter quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter et rejoindre le webinaire. Bon, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Daphné Dubois, chargée de développement commercial pour le pôle formation du groupe CERMA. Bienvenue à tous et merci d'avoir rejoint ce webinaire organisé par le groupe CERMA sur le thème de l'hydrogène. Nous sommes ici aujourd'hui pour échanger entre autres sur les thématiques de l'hydrogène liquide, les piles à combustible hydrogène et la combustion hydrogène. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 100 personnes connectées, donc quelques précisions sur le fonctionnement du webinaire. Vos micros et caméras sont désactivés et vous avez la possibilité de poser vos questions directement via le chat. Une séance de questions-réponses se tiendra à la fin de la présentation sur laquelle les intervenants vous répondront. Nous aurons 10-15 minutes pour cet échange, donc toutes les questions auxquelles nous ne pourrons répondre à la fin du webinaire feront l'objet d'un retour par mail. Donc voilà, ce webinaire est enregistré et sera consultable en replay sur notre site internet. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'écouter Emma Roubaud, docteur ingénieur en système hydrogène chez H2Pulse. Et je reprendrai également la parole en fin de présentation pour vous parler de nos formations hydrogène qui seront également introduites par Emma tout au long du webinaire. Donc avant de donner la parole à Emma et d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur la société CERMA. Le groupe CERMA est une ETI avec plus de 30 ans d'expérience et compte aujourd'hui plus de 1400 collaborateurs. Avec une forte croissance continue, CERMA a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 174 millions d'euros et réalisera un CA d'environ 200 millions d'euros sur l'année 2024. Nous couvrons tous les secteurs d'activité avec des portefeuilles variés. Nous sommes implantés en France, en Europe et aux États-Unis. Et nous sommes un expert indépendant des métiers de l'électronique, de l'énergie, de la cybersécurité et des télécoms. Aujourd'hui, le groupe CERMA regroupe 16 sociétés et s'intéresse tout particulièrement au développement des nouvelles énergies, notamment au travers de l'acquisition de la société H2Pulse, société spécialisée dans l'hydrogène en novembre 2023. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Emma qui va vous présenter plus en détail la société H2Pulse et poursuivre sur le webinaire. Merci à tous. Merci Daphné pour l'introduction. Donc, je vais passer à la slide suivante. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter un tout petit peu H2Pulse. Donc, H2Pulse, en fait, à la base, c'était une petite société qui était une émanation d'un laboratoire sur l'hydrogène, donc la plateforme hydrogène à Toulouse.
Et en fait, les deux co-créateurs de la société ont voulu créer cette entreprise pour satisfaire à la demande industrielle au niveau des technologies hydrogène. Donc ça, c'était en janvier 2020. Et donc, depuis 2023, on fait partie du groupe Cerma. Et donc, pour présenter un petit peu nos activités, on a plusieurs, disons, plusieurs niveaux d'intervention au niveau de l'hydrogène. Donc, on fait de la formation opérationnelle et théorique. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment un condensé de de toute notre offre de formation. C'est vraiment juste une introduction. Après, on a une offre d'ingénierie aussi, donc ça va être sur plusieurs plans. Ça peut aller de donc, la conception et la fabrication d'outils de test, donc software ou hardware. Donc typiquement des bancs de test sur différents sujets liés à l'hydrogène. Donc ça peut être hydrogène liquide, combustion, pile à combustible, électrolyseur. Donc typiquement ce que vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, hop, si vous voyez mon pointeur, voilà, ce que vous voyez au milieu là, ça c'est un banc de test pile à combustible. Ce que vous voyez au-dessus, c'est une petite valise, donc un banc de test contenu dans une valise qui sert à faire des tests d'étanchéité, donc aussi plutôt dédié aux piles à combustible. Ici, vous voyez un banc azote liquide qu'on a réalisé pour Airbus. Donc nous, on ne fait pas vraiment de la série, on fait plutôt du banc de test sur cahier des charges, donc c'est vraiment des choses très spécifiques à la demande client. Et donc, on fait la conception et la fabrication. Et ensuite, on va aussi pouvoir mener des campagnes de test, soit sur notre site, soit sur le site client, sur ces bancs de test qu'on a réalisés. Et après, on a aussi toute une offre de donc, tout ce qui est ingénierie, planification, conception de projet, où on va aussi pouvoir aider les clients sur leur projet hydrogène, sans forcément fabriquer quelque chose, mais juste les accompagner sur leur projet. Et donc voilà, sur les thèmes que j'ai cités précédemment, on a aussi une petite partie sur tout ce qui est biohydrogène, donc hydrogène, la production d'hydrogène à partir de biomasse par des bactéries. Donc si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter. On a les adresses de contact à la fin des slides. Et donc pour développer un petit peu sur notre offre de formation, donc on a des formations théoriques qui vont être vraiment sous la forme d'un PowerPoint où on discute avec les participants, etc. Donc sur les bases de la combustion, différents niveaux de technicité, on va dire, sur les piles à combustible, parce que c'est quand même plutôt notre corps de métier à la base. Notamment une formation sur les plaques bipolaires, donc voilà, c'est encore un peu plus niche, mais c'est un composant assez clé des piles à combustible. Une formation aussi sur les bases du LH2, donc l'hydrogène liquide. On a des formations qui sont un mélange des deux, donc là il y a une partie théorique où les intervenants, enfin les participants viennent sur notre site, on a une petite présentation, etc. Mais on fait aussi vraiment des choses sur site, sur les bancs de test, donc ça peut être sur les piles à combustible ou aussi sur les fluides cryogéniques. Et ensuite des formations vraiment pratiques, donc sur la gestion de la sécurité sur un site hydrogène, comment est-ce qu'on réalise des tests d'étanchéité, comment fonctionne un banc de test, des choses sur l'assemblage et les démarrages de piles à combustible. Donc voilà, on a une offre assez variée. Je vais, au long de la formation, un peu voilà, vous teaser un peu toutes ces formations-là. Et à la fin, voilà, vous aurez les contacts si vous êtes intéressé. Donc, bon, je ne vais pas trop élaborer sur le programme parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais voilà, on va globalement voir un peu les basiques liés à l'hydrogène et un peu plus en détail tous les systèmes hydrogène, donc voilà, pile, électrolyseur, combustion. Ici, vous avez le contact pour H2Pulse, donc n'hésitez pas. Et je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet de ce webinaire. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde s'intéresse tant à l'hydrogène? Pourquoi est-ce qu'on en parle partout? On entend beaucoup parler, on se pose des questions, etc. C'est lié globalement au problème du réchauffement climatique qui est lui-même
liées à l'émission de gaz à effet de serre, et notamment en très grande majorité le CO2. Le CO2 qui est produit par tout ce qui est activité de production d'énergie, production de chaleur, etc. Et donc, l'hydrogène est vu comme, alors pas la solution, hein, on n'est pas des apôtres de l'hydrogène, mais une solution qui pourrait permettre de remplacer une partie des activités qui sont émettrices de CO2 par des solutions utilisant l'hydrogène qui, en lui-même, quand il est utilisé, n'émet pas de CO2 puisque la molécule d'hydrogène ne contient pas de carbone. Mais on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Et donc, voilà, le Parlement européen a mis des jalons de neutralité carbone. Donc, il y a vraiment une forte poussée des gouvernements pour réduire ces gaz à effet de serre en trouvant des solutions alternatives, dont l'hydrogène. Donc, il y a une stratégie nationale pour déployer l'hydrogène décarboné. Donc, c'est important, ce mot d'hydrogène décarboné. Pareil, on va y revenir. Donc, l'idée, ce serait de réorienter les usines de vaporéformage. Donc, on va aussi reparler du vaporéformage, mais globalement, c'est la façon qu'on a de produire de l'hydrogène à l'heure actuelle. Et c'est un processus qui, en lui-même, produit du CO2. Donc, c'est quand même un peu contre-productif. Donc, il faut qu'elles soient réadaptées, ces usines. Mettre en place des subventions pour favoriser tout ce qui est équipement, exportation des technologies d'hydrogène françaises, et créer une infrastructure hydrogène pour vraiment relier tous les sites industriels qui soit produisent, soit stockent, soit utilisent de l'hydrogène, pour que ce soit facile de les relier, pour que justement toute cette économie hydrogène soit efficace et stratégique. Il y a aussi des objectifs pour le déploiement de l'électrolyse. Donc pareil, on va revenir à l'électrolyse, mais l'électrolyse, c'est une façon de produire de l'hydrogène à partir de l'eau et pas à partir des hydrocarbures comme c'est le cas pour le vaporéformage. Donc il y a aussi pas mal, une assez grosse poussée pour développer ces technologies-là. Et donc pour produire cet hydrogène à partir de l'eau par électrolyse, il faut de l'électricité. Donc là, l'idée, ce serait de coupler donc ces parcs d'électrolyseurs au réseau nucléaire français, puisqu'en France, on a une grosse production d'électricité nucléaire. Alors, il y a des soucis avec le nucléaire, hein, je ne vous dis pas que c'est la solution ultime, etc., mais il se trouve que c'est effectivement de l'énergie décarbonée. Et donc, ce serait un moyen d'avoir de l'hydrogène décarboné par électrolyse. Pareil, on va un petit peu en reparler après, mais il y a aussi on cherche un peu des choses du côté de l'hydrogène naturel, donc l'hydrogène blanc, c'est-à-dire essayer d'évaluer en fait le potentiel de ressources hydrogène sur le territoire. Donc, est-ce qu'il y a des gisements d'hydrogène, et combien, et pour combien de temps plus ou moins. Donc pareil, ça on va en rediscuter un tout petit peu après. L'idée, c'est que l'hydrogène, il est vu comme un vecteur de stockage d'énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, typiquement, les énergies renouvelables, elles sont intermittentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calquer la production sur notre consommation, par exemple, sur une journée. Comme ça peut être le cas pour des centrales nucléaires ou à charbon, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que ici en jaune, là, vous avez typiquement une hypothèse de demande d'énergie sur une journée. Et en rouge, vous avez la production d'énergie. Alors là, c'est le cas des panneaux photovoltaïques, où oui, les panneaux, ils vont produire quand il y a du soleil, donc au milieu de la journée, typiquement quand la demande en énergie, elle est plus faible. Et donc, toute cette énergie excédentaire, donc tout ce qu'on va produire en trop, si on ne le stocke pas, on le perd. Donc, l'idée, ce serait de trouver un bon moyen pour le stocker. Bon, là, vous aviez l'hypothèse d'une journée ensoleillée, mais dans le cas d'une journée partiellement nuageuse, c'est un peu plus bousculé, on va dire, le profil. Et donc, l'idée, c'est justement d'associer
l'électrolyse typiquement, avec ces moyens de production d'énergie intermittente pour utiliser cette énergie qui sinon serait perdue pour faire l'électrolyse de l'eau, produire de l'hydrogène, le stocker, et ensuite, hop, voilà, donc c'est ce qui est représenté ici, hein, électricité d'une ressource photovoltaïque quelle qu'elle soit, utilisée dans des électrolyseurs pour produire de l'H2 qui est ensuite stocké. Et ensuite, quand il y a justement une plus grande demande en électricité que ce que le parc de renouvelables peut produire, utiliser l'hydrogène stocké dans une pile à combustible, dont on va parler aussi, mais la pile à combustible, c'est un moyen de produire de l'électricité à partir de l'hydrogène. Donc réinjecter ça sur le réseau pour justement pallier à l'intermittence des énergies renouvelables. Donc ça, c'est en fait, c'est le principe de la batterie hydrogène, hein, qu'on appelle ça. Donc c'est cette combinaison électrolyseur, stockage, pile à combustible. Donc ça, c'est vraiment la théorie, mais évidemment, dans la pratique, c'est pas une solution parfaite parce que c'est une solution, il y a plusieurs étapes de conversion, hein. On convertit l'énergie renouvelable vers les électrolyseurs, donc là, il y a un certain rendement, hein, il y a des pertes. Puis ensuite, pour stocker l'hydrogène, il y a aussi une certaine consommation énergétique, donc il faut ça crée pareil une étape de conversion en plus. Plus la pile à combustible elle-même a une étape de conversion. Donc alors, il y a plusieurs façons de le calculer, il y a beaucoup d'études, etc. Donc il n'y a pas une valeur, voilà, c'est difficile de vraiment citer une valeur. En général, c'est autour des 30%, ce qui n'est pas énorme, hein, une fois qu'on a mis la chaîne bout à bout. Mais sachant que c'est de l'énergie qui sinon aurait été perdue, on peut se poser la question si quand même ça vaut pas le coup d'essayer d'en récupérer 30%. L'autre souci, c'est qu'il peut y avoir des émissions indirectes de CO2, puisque pour fabriquer tous ces composants, que ce soit les énergies renouvelables ou les électrolyseurs, etc., il y a des émissions indirectes de CO2. Et le dernier verrou, c'est aussi tout ce qui est justement les composés qu'on utilise dans tous ces systèmes. Comment est-ce qu'on les recycle? Est-ce qu'il y a des matières qui sont polluantes? Est-ce que ça utilise des matières qui sont rares ou sujettes à conflit? Donc voilà, il y a toutes ces considérations-là à prendre en compte aussi sur justement cette économie hydrogène, cette batterie hydrogène. Voilà, donc ça c'était vraiment l'introduction sur pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à l'hydrogène. Et maintenant on va passer sur la partie un peu plus technique, sur l'hydrogène, qu'est-ce que c'est, comment ça se comporte, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Donc l'hydrogène, c'est l'élément chimique le plus simple. Donc c'est vraiment un proton chargé positivement et un électron chargé négativement. Donc ça fait un atome H qui en lui-même est neutre. Mais en fait, l'atome H, comme ça, on va jamais le trouver, on va pas le trouver à l'état naturel comme ça. Même si l'atome en lui-même est extrêmement abondant sur Terre et même dans l'univers en général. Mais c'est un agent très réducteur, donc il va toujours être associé à un autre élément. Et donc typiquement, nous, quand on parle d'hydrogène, en fait, on parle de dihydrogène, donc H2, de la même façon qu'on parle d'oxygène pour parler du dioxygène. Voilà, on utilise les deux de manière interchangeable. Et au long de cette formation, vous allez voir les termes donc GH2 pour hydrogène gazeux et LH2 pour hydrogène liquide. Donc voilà, c'est des termes qu'on utilise assez couramment. Voilà. Et donc en termes de propriétés physiques, l'hydrogène, c'est à l'état, donc dans les conditions ambiantes, on va dire, température et pression, c'est un gaz qui est incolore et inodore, donc on ne va pas vraiment pouvoir ni le voir ni le sentir. C'est très compliqué en fait de lui donner une odeur, comme ça peut être le cas pour le gaz de ville, par exemple. On mélange quelque chose dans le gaz de ville pour que s'il y a une fuite, on le sente. C'est très difficile de faire ça avec l'hydrogène, puisque, en fait, vu que la molécule est très petite, donc c'est ce qui est marqué là, il est beaucoup plus léger que l'air, très volatile, en fait, le composé qu'on va venir ajouter dedans va se stratifier. Donc, par exemple, dans une bouteille d'hydrogène, le composé va aller se mettre au fond, alors que l'hydrogène va aller se mettre au-dessus. Donc, on ne va pas avoir des mélanges homogènes.
C'est aussi compliqué de trouver quelque chose qui va être stable en condition, enfin, avec l'hydrogène, qui ne va pas être dégradé et qui ne va pas non plus polluer les applications dans lesquelles on va utiliser l'hydrogène. Donc, typiquement, dans une pile à combustible, si le composé qu'on a ajouté pour donner une odeur à l'hydrogène, il vient polluer la pile, c'est pas bon. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore donner une odeur à l'hydrogène. C'est aussi un gaz qui a une flamme invisible et très localisée, donc il ne va pas beaucoup rayonner et qu'on ne va pas voir. Donc pareil, on va revenir là-dessus plus tard. Et donc c'est un souci pour détecter les départs de feu hydrogène. Et le fait qu'il soit très volatile, donc ça c'est des choses dont on entend un peu plus parler. C'est un gaz qui va avoir tendance à fuir beaucoup, hein, donc c'est ce qui est marqué là, risque de fuite accrue, qui va aller se glisser dans les petits interstices, etc. Par rapport à, par exemple, du méthane ou des vapeurs d'essence, il va être beaucoup plus fuyard. Donc ça, c'est un point négatif. En revanche, le fait que justement cette molécule soit si petite et si légère, c'est un point positif, parce qu'en fait, on sait, quand on conçoit un système hydrogène ou une salle où il y a de l'hydrogène, on sait où ventiler en priorité, c'est au plafond. Et pareil, il va donc toujours s'accumuler au point le plus haut, puisqu'il va être plus léger que l'air. Donc les capteurs d'hydrogène qui vont déclencher en cas de fuite, qui vont déclencher soit des alarmes, soit couper le système, etc. On va toujours les mettre au point le plus haut de la pièce, de l'application, etc. parce qu'on est sûr que l'hydrogène va là qui va s'accumuler. Donc à la fois cette volatilité, c'est un point négatif, mais aussi un point positif. Donc au niveau des propriétés énergétiques, si on compare la densité énergétique volumétrique, donc combien d'énergie est comprise dans un volume donné, là pour le coup l'hydrogène n'est pas très bon. Par exemple, si on compare à l'essence, l'hydrogène liquide, il a 16 fois la densité, enfin l'essence a 16 fois la densité volumétrique d'LH2. Donc en gros, pour un volume donné, on va avoir 16 fois plus d'énergie dans l'essence que dans l'hydrogène liquide et 23 fois plus dans l'essence que dans l'hydrogène gazeux comprimé à 300 bars. Donc ça, c'est un point négatif par rapport à typiquement l'essence qui est un combustible connu. En revanche, pour la densité énergétique massique ou gravimétrique, là, on est meilleur puisque en gros, pour une masse donnée, on va avoir plus d'énergie dans l'hydrogène que typiquement l'essence. Donc là, vous avez un petit graphe avec justement un comparatif densité volumétrique et densité massique énergétique pour différents combustibles, enfin différentes sources d'énergie. Et donc pour vous donner juste un petit chiffre clé, pour une voiture, donc ça c'est vraiment pour une voiture de tourisme assez standard, 1 kg d'hydrogène, ça permet de faire environ 100 km. Contre voilà, 2,7 kg de diesel. Donc au niveau du poids du combustible, l'hydrogène est, disons, meilleur que les autres combustibles en général. Par contre, au niveau du volume, en général, on est moins bon. Et donc ça pose des contraintes, notamment tout ce qui est solution de mobilité, hein, donc voiture, avion, etc. C'est des choses qu'il faut prendre en compte quand on met au point un système. Donc, pour continuer sur les propriétés physiques, donc justement, pour stocker l'hydrogène, on va jamais stocker l'hydrogène à température et pression ambiante parce que ça fait des volumes qui sont complètement inacceptables. Donc, globalement, à l'heure actuelle, les deux solutions qu'on a, et bon, je développerai un petit peu ça, mais on va dire l'hydrogène pur, les deux solutions qu'on a, c'est soit le stocker sous forme gazeuse compressée, donc là, c'est vraiment du gaz comprimé, hein, comme on peut en voir avec d'autres gaz. Donc là, ça va être à haute pression, mais température ambiante. Les standards, c'est en général pour tout ce qui est stockage stationnaire, 200 ou 300 bars en bouteille. Tout ce qui est mobilité lourde, donc camion, bus, train, choses comme ça va être 350 bars. Et après, tout ce qui est mobilité légère, donc là, typiquement les voitures type Toyota Mirai, on va être sur du 700 bars parce que là, vraiment, on veut optimiser le volume pris par le carburant. Donc c'est pour ça que là, vous avez une plage à différentes pressions.
Et l'autre option, c'est de le stocker sous forme liquide. Donc là, on va être à très basse température, mais par contre à pression proche de la pression atmosphérique, on va dire. Donc quelques bars, jusqu'à 4 bars. Par contre, en termes de température, à pression atmosphérique, l'hydrogène il se liquéfie à 20 Kelvin, donc moins 253 degrés. Donc vraiment, c'est très très froid. Et on va le voir un peu plus tard, mais ça nécessite des stratégies de stockage qui sont vraiment très spécifiques et qui ont quand même un certain nombre de contraintes. La zone 3, je ne développe pas trop, mais c'est globalement une combinaison de compression et de refroidissement. Donc ça permet d'avoir évidemment des densités de stockage très intéressantes, mais en termes de contraintes technologiques, c'est vraiment très très compliqué. Et donc pour l'instant, ce n'est pas du tout des choses qui se font. Ici, vous avez un petit diagramme de phase de l'hydrogène, donc en quelle phase il se trouve en fonction des conditions de pression et de température. Je ne vais pas trop développer là-dessus, si c'est des choses qui vous intéressent, c'est des choses qu'on développe un peu plus sur la formation, notre formation, donc base de l'hydrogène ou H2 Basics. Mais bon, voilà, vous l'avez là si jamais ça vous intéresse. En termes donc toujours sur les propriétés, donc on a vu c'était une très petite molécule très volatile. Et ça va avoir une implication au niveau des matériaux, notamment les métaux. En fait, la molécule, elle va aller se mettre au niveau des anfractuosités du métal, donc ce qu'on appelle le joint de grain. Donc c'est ce qui est schématisé ici. Et en fait, les molécules d'hydrogène vont venir réagir avec les atomes d'hydrogène vont agir avec certains atomes qui composent le métal. Donc typiquement, par exemple, dans l'acier, ça va être avec le carbone. Et en fait, les atomes vont se combiner, vont créer une molécule qui va se dégager sous forme gazeuse. Donc là, typiquement du CH4, donc du méthane qui va venir ensuite se détacher du métal. Et en fait, petit à petit, ça va venir créer une fragilisation de ce métal. Donc c'est ce qu'on appelle, donc fragilisation en anglais, c'est le embrittlement. Et donc sur la durée, évidemment, hein, ce n'est pas des choses qui se font très rapidement, ça peut venir fragiliser les stockages, les choses comme ça. Donc ça, c'est des choses, pareil, qui n'étaient pas tellement connues jusqu'à maintenant, mais sur lesquelles il y a beaucoup de recherches dans les dernières années. Sachant qu'après, bon, c'est pas non plus critique, c'est-à-dire que nous, on a toute notre tubulure, donc sur notre site, c'est de l'acier inox. Tout ce qui est stockage, alors il peut y avoir aussi des stratégies avec des polymères, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui est aussi considéré parce que si on veut créer des systèmes qui vont durer des décennies, c'est quelque chose qui est significatif. Petit retour justement sur la flamme d'hydrogène, donc on en a un petit peu parlé. Donc c'est une flamme qui est invisible, qui va rayonner, mais dans l'ultraviolet. Ce qu'on peut voir à la limite quand il y a une flamme d'hydrogène, c'est le rayonnement de la vapeur d'eau qui est produite par la réaction de combustion, mais pas la flamme en elle-même, hein, donc c'est ce que vous voyez là sur les photos. Et donc, par exemple, il y a des brigades d'intervention spéciale chez les pompiers pour les feux hydrogène qui sont équipés de détecteurs, justement, de détecteurs UV qui vont pouvoir voir les flammes. Mais sinon, c'est pas possible vraiment à l'œil nu. Et en plus, le fait que la flamme rayonne peu et que le cœur de la flamme soit très chaude, ça fait que vraiment, au moment où on sent la chaleur, c'est presque trop tard en fait. Donc voilà, il y a un risque quand même supplémentaire en cas d'incendie pour venir lutter contre ces flammes-là. Après, on peut aussi y voir des aspects positifs. Donc c'est un peu ce qui est montré là. Bon, c'est un peu biaisé hein, comme exemple, le prenez pas pour argent comptant, mais c'est une façon d'illustrer. C'est que voilà, la flamme d'hydrogène va toujours se propager en jet en ligne droite et elle va brûler jusqu'à ce qu'on ait consommé tout le combustible vers le haut. Alors que par exemple l'essence, si on a une fuite sur un réservoir d'essence, l'essence elle va se répandre sur le sol, quoi, vers le bas. Et donc typiquement dans cet exemple d'incendie de voiture, la voiture va être brûlée parce que c'est l'essence qui s'est répandue par terre qui brûle et qui brûle la voiture, alors que la flamme d'hydrogène se propage vers le haut.
Donc voilà, bon, c'est quand même un cas très spécifique, mais pareil, c'est quelque chose à prendre en compte. Et sachant que le fait que la flamme d'hydrogène aussi rayonne moins que les flammes d'essence, ça va limiter un peu le suraccident, limiter les dommages faits à l'environnement autour de la flamme. Donc voilà, comme pour plein de choses, il y a des avantages et des inconvénients à ces propriétés spécifiques de l'hydrogène. Voilà donc un petit peu pour les propriétés, et on va enchaîner sur la production d'hydrogène. Donc déjà, avant de parler de production, on peut se poser une question, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'hydrogène naturellement présent dans l'environnement? Alors ça, c'est des questions qu'on se pose plutôt que depuis récemment, parce que c'est plutôt récent de vouloir utiliser l'hydrogène comme source d'énergie. Donc il y a pas mal de gisements d'hydrogène qui ont été trouvés dans le monde entier. Il y a deux théories, principes pour comment est-ce que cet hydrogène a été produit. C'est donc soit par une interaction entre des roches ferreuses dans l'océan, dans l'eau salée, et justement l'eau de mer, qui en gros oxyderait la roche et produirait de l'hydrogène. Et il y a aussi la réaction de radiolyse. Donc c'est en fait un peu le même principe que l'électrolyse, sauf qu'au lieu que ce soit de l'électricité qui sépare la molécule d'eau, c'est la radioactivité naturelle de la croûte terrestre. Ce qui fait que, en fait, on suppose que ces gisements, ils continuent d'être alimentés. En fait, c'est des réactions qui continuent de se produire. Mais par contre, on ne sait pas très bien à quelle vitesse, dans quelles conditions, quelles profondeurs, etc. Donc, est-ce que ce serait réalisable et possible d'exploiter ces gisements? Quelle proportion d'hydrogène, parce qu'évidemment, ce n'est pas de l'hydrogène pur à 100%, donc il y aurait aussi une phase de traitement, etc. Et ça, c'est des choses que pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont menées par plein de pays. Mais en tout cas, dans l'état actuel des connaissances, on sait qu'il ne faut pas forcément compter là-dessus. Donc, si on veut utiliser de l'hydrogène, il faut le produire. Il faut le produire on va voir les différentes façons. Donc ici, on va parler de la production d'hydrogène industrielle. Donc ça va être plutôt comment est-ce qu'on produit l'hydrogène pour l'industrie en général et pas forcément pour l'énergie. Et on va voir un peu cette distinction après. Mais le moyen principal qu'on utilise le plus à l'heure actuelle, c'est la décomposition des composés organiques. Donc, alors, typiquement, les hydrocarbures, c'est aussi possible avec la biomasse. Oui, on va détailler ça après. Et donc ça, c'est la première solution. Et on peut aussi décomposer la molécule d'eau, parce que H2O, on peut récupérer l'H2. Et donc ça, typiquement, ça va être avec l'électrolyse. Alors il y a d'autres stratégies, mais bon, c'est globalement l'électrolyse. On va pareil en parler un petit peu après. Vous voyez ici le graphe actuellement, voilà, plus de 95% de l'hydrogène produit provient des hydrocarbures. Donc ici, vous avez 1% qui vient de l'électrolyse. Je crois que ce 1%, c'est électrolyse à partir d'énergie renouvelable. Donc c'est vraiment encore plus faible que juste l'électrolyse. Qui est, c'est 4-5% l'électrolyse. Et donc pourquoi? Parce que pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup moins cher de faire du reformage à la vapeur. Donc c'est typiquement craquer la molécule d'hydrocarbure avec de la vapeur d'eau. Parce que c'est des choses qui sont connues depuis très longtemps, que les usines sont déjà en place, que l'électricité a un certain coût, etc. Donc pour l'instant, c'est la majorité de la production, c'est à partir des hydrocarbures. Et donc, à l'heure actuelle, la production d'hydrogène libère du CO2, des gaz à effet de serre, parce qu'on le fait à partir de l'hydrocarbure. Donc juste pour détailler un petit peu justement ce process de reformage à la vapeur, donc le principe c'est vraiment de casser cette molécule d'hydrocarbure. Typiquement, c'est fait avec du méthane parce que c'est la réaction la plus simple et en général la plus efficace et là où on a le moins de production de CO2. C'est aussi possible de le faire avec d'autres hydrocarbures, mais ça va plutôt être pour les utiliser s'ils sont en excès, etc., pour les valoriser, parce que globalement, ça marche un peu moins bien.
Et c'est aussi possible d'ajouter une étape de capture du CO2 à ce processus de vaporéformage, donc pour limiter un petit peu la production de CO2. Mais c'est pareil, ça va ajouter au prix. Donc au final, on va se retrouver à peu près égal avec l'électrolyse. Et il faut aussi savoir comment soit on utilise ce CO2, soit on le stocke en grande quantité. Et pareil, ça c'est des choses qui ne sont pas forcément hyper au point maintenant, un peu compliqué de trouver des zones de stockage, etc. Donc c'est pas forcément standard dans la production actuelle qu'on a, en tout cas la production industrielle de l'hydrogène. Donc un petit mot sur les électrolyseurs, puisque c'est le deuxième stratégie principale pour produire de l'hydrogène. Donc l'électrolyseur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'électricité, de la chaleur et de l'eau, et il en fait de l'hydrogène et de l'oxygène. Et donc vous pouvez voir ce qui est marqué là. On va ensuite parler des piles à combustible, donc les fuel cells. En fait, c'est vraiment les deux réactions opposées. Donc voilà, l'électrolyseur, il vient vraiment séparer cette molécule d'eau grâce à de l'électricité et bon, aussi de la chaleur, mais suivant les technologies, en général, c'est plutôt des réactions qui s'entretiennent elles-mêmes. Il n'y a pas forcément besoin de chauffer. Mais il faut également aussi une source d'eau. Et voilà, donc ça produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Et donc voilà, au niveau des différentes technologies, bon, je ne vais pas non plus trop détailler là-dessus parce que si vous voulez plus d'informations, on a des formations qui détaillent un peu ça. Mais la technologie la plus connue et la plus mature, c'est l'électrolyseur alcalin. Donc là, c'est vraiment deux électrodes qui trempent dans un bain de solution alcaline. Il y a pas mal l'électrolyseur PEM qui se développe. Donc on va parler beaucoup de la pile PEM un peu plus tard. Donc là, en fait, au lieu que ce soit vraiment une solution, donc un liquide dans lequel trempent les électrodes pour faire la séparation, c'est une membrane qui sert en fait d'électrolyte. Voilà, l'AEM et l'oxyde solide, je ne vais pas trop détailler parce que c'est vraiment des choses un peu moins matures, mais pareil, c'est des choses qui se développent pas mal au niveau R&D en ce moment. Voilà, et alors c'est pas marqué, mais un électrolyseur, alors suivant les technos, mais voilà, tout ce qui est alcalin PEM, ça a un rendement d'environ 70-75%. Donc ça veut dire que en gros 70% de l'électricité qui est envoyée dans l'électrolyseur est effectivement utilisée pour produire de l'hydrogène. Voilà, juste une petite slide sur d'autres méthodes de production d'H2. Donc tout ce qui est pyrolyse, gazéification de la biomasse, c'est un peu le même principe que le vaporéformage, mais avec de la biomasse. Donc ça va globalement limiter un peu la production de CO2, en tout cas de CO2, c'est pas des combustibles fossiles, la biomasse, donc c'est du CO2 qui a déjà été stocké par la biomasse quand elle s'est développée. Et c'est un moyen aussi de faire de la réutilisation de déchets. La thermolyse de l'eau, en fait, c'est le même principe que l'électrolyse, mais avec juste de la température. En fait, c'est utiliser des températures très 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 élevées pour séparer la molécule d'eau. Donc typiquement, ça utiliserait des espèces de fours solaires, comme on peut le voir là sur la photo. Et après, des méthodes, mais qui sont vraiment encore beaucoup plus à l'étape, au stade laboratoire R&D, donc tout ce qui est photosynthèse à partir des algues, la photoélectrolyse, les précurseurs d'hydrogène, pareil, ça je ne vais pas trop détailler parce que c'est vraiment pas des choses qui sont prépondérantes pour l'instant. Donc au niveau de la production de... Enfin voilà, c'est juste pour donner un petit ordre de grandeur au niveau de la production d'H2. Donc c'est... voilà, bon, je ne vais pas non plus tout détailler, mais alors, typiquement, c'est des exemples un peu élargis. Par exemple, 37 millions de véhicules convertis en véhicules à pile à combustible, il faudrait la moitié de la production actuelle d'électricité pour alimenter tous ces véhicules. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on va convertir tous les véhicules, etc. Mais c'est juste pour donner un peu des ordres de grandeur. Typiquement pour l'aviation aussi, pour les objectifs de neutralité carbone de l'aviation, il y a donc une étude qui a calculé qu'il faudrait environ 20 mégatonnes d'hydrogène par an pour pouvoir en gros
faire des avions propulsés à hydrogène, je ne sais pas si c'est... Oui, non, c'est mondial, hein, c'est pas que pour la France. Sachant que, par exemple, la production totale actuelle d'hydrogène, c'est 90 mégatonnes par an. Mais ça, c'est pas l'hydrogène énergie, on va en parler juste après, mais c'est vraiment l'hydrogène industriel, donc pour tout ce qui est industrie chimique, tout ce qui est la métallurgie, etc. Donc ça veut dire qu'il faudrait, en plus de ça, produire les 120 mégatonnes pour l'aviation. Donc voilà, ça met un peu en perspective quand même les idées de tout décarboner, l'aviation, etc. Voilà, des quantités qui sont significatives et qu'on ne produit pas actuellement. Et donc justement, pour faire un peu ce distinguo entre hydrogène industriel et hydrogène énergie, à l'heure actuelle, on produit de l'hydrogène, on en utilise, mais pas comme un vecteur énergétique. On en utilise comme un composé chimique pour, par exemple, faire de l'ammoniac. Donc l'ammoniac qui est utilisé pour faire de l'engrais, par exemple, pour faire tout ce qui est la production d'acier, etc. La métallurgie utilise aussi pas mal d'hydrogène. Et bon, pour l'instant, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'hydrocarbures. Hein. C'est 1% de 1% d'électrolyse, mais très majoritairement à partir d'hydrocarbures. Et donc l'idée, si on veut développer l'hydrogène énergie, donc tout ce qui est production de chaleur, que ce soit pour le domestique ou l'industrie, etc., la production d'électricité, que ce soit aussi pour le stationnaire ou la mobilité, ou les moteurs à hydrogène ou les e-carburants. Donc c'est sûr qu'il va falloir produire plus d'hydrogène et il faut qu'il soit décarboné, en fait, sinon ça n'a pas de sens de remplacer en fait l'énergie qu'on a actuellement qui est carbonée par de l'hydrogène mais non décarboné. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette stratégie d'hydrogène décarboné mise en place au niveau national. Voilà. Et donc, l'hydrogène énergie, ça peut passer, par exemple, par la pile à combustible, donc FC pour fuel cell ou voilà, PAC pour pile à combustible. Donc la pile à combustible, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le composant inverse de l'électrolyseur, puisque l'électrolyseur, il produit de l'hydrogène et de l'oxygène à partir d'électricité, de chaleur et d'eau, et la pile à combustible fait l'inverse, donc on lui envoie de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors généralement, c'est de l'oxygène qui vient de l'air ambiant. Bon, il y a des cas où c'est de l'oxygène en bouteille, etc. Mais bon, généralement, c'est de l'air ambiant. Et elle va produire donc de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. Au niveau vraiment des composants pile à combustible, le composant qui est le plus mature actuellement sur le marché, c'est dans ce qu'on appelle la PEM BT ou HT, donc c'est la pile à combustible à membrane échangeuse de protons, donc la Proton Exchange Membrane. Donc c'est le pendant de l'électrolyseur PEM, justement, dont je parlais juste avant, avec justement cette membrane qui vient séparer les deux électrodes. Alors pareil, je ne rentre pas dans les... Enfin, si, je vais juste détailler un tout petit peu comment ça marche. Mais globalement, on envoie du gaz au niveau de chaque électrode. Les deux électrodes sont séparées par la membrane. Et il y a une réaction électrochimique qui va se produire. Donc une réaction électrochimique, elle est par nature aux interfaces. Hein, ce n'est pas des choses qui se mélangent. Elle est indirecte, ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Et donc en fait, cette réaction va produire des électrons qui vont circuler dans un circuit externe. Donc ça va produire un courant électrique. Mais ça va aussi produire donc de l'eau, hein, c'est vraiment la réaction va produire de l'eau. Aussi de la chaleur, parce que c'est pas une réaction idéale, donc on va forcément produire de la chaleur, donc il peut être réutilisé, faire de la cogénération, il y a des choses comme ça qui existent. Et donc ce système-là, donc la PAC PEM-BT, elle a une efficacité d'environ 50%. Donc voilà, toutes ces efficacités, l'électrolyseur, la pile, etc., c'est des choses qui viennent s'ajouter justement au rendement de cette chaîne à hydrogène. Alors, on n'a pas trop le temps, donc je ne vais pas forcément trop détailler les différents types de piles. Sachez que voilà, on a beaucoup de formations sur les piles à combustible, donc si c'est des choses qui vous intéressent, on peut le développer sans problème. Voilà, ça, je ne vais pas forcément trop développer non plus.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pile en elle-même, bon, c'est un composant, mais elle a aussi besoin d'auxiliaires. Donc typiquement, d'un compresseur pour lui amener de l'air, etc. Elle peut avoir des soucis de démarrage à froid, de perte de performance s'il n'y a pas assez de pression. Donc voilà, c'est aussi c'est un composé assez complexe et un système assez complexe par rapport à, par exemple, un moteur à combustion, qu'on va voir tout de suite. Donc pour le coup, le moteur à combustion, par rapport à la pile à combustible, c'est beaucoup plus mature, puisque ça fait très longtemps qu'on sait faire des moteurs. Donc l'enjeu, c'est surtout d'arriver à adapter les moteurs qu'on connaît bien maintenant à l'hydrogène, aux spécificités de l'hydrogène, donc le fait que la molécule soit petite, etc. Et donc là, pour le coup, la réaction globale, c'est la même que la pile, hein, c'est hydrogène plus oxygène donne eau et chaleur, mais vu que c'est une réaction directe, on n'a pas la production d'électricité. Voilà. Et donc, c'est voilà, de l'énergie chimique qui est libérée sous forme de chaleur qui va actionner les pistons du moteur et faire fonctionner la voiture, différentes applications. Donc, au niveau de la combustion, vraiment, voilà, l'enjeu, c'est d'arriver à adapter ce qu'on sait déjà sur la combustion, parce qu'on a beaucoup de retours d'expérience, à l'hydrogène. Donc, pareil, je ne vais pas forcément trop développer sur comment est-ce qu'on caractérise une combustion, parce que c'est pareil, si vous êtes intéressé, c'est des choses, on a une formation sur la combustion qui détaille un peu tout ça. Mais juste sur les spécificités un petit peu de l'hydrogène, c'est que le fait qu'il soit très réactif et qu'il soit très volatile, ça va faire des vitesses de flamme très élevées et donc créer ce qu'on appelle des instabilités thermoacoustiques. Donc typiquement, on peut avoir beaucoup plus facilement des emballements de réaction, donc ce qu'on appelle les flashbacks et les blow-off. C'est un peu quand la flamme veut nager à contre-courant par rapport au combustible qu'on lui amène. Et donc ça, typiquement, ça peut créer soit endommager les systèmes de combustion, soit créer des accidents, etc. Donc vraiment, voilà, tout l'enjeu, c'est d'arriver à un peu maîtriser cette combustion de l'hydrogène. Voilà. Et donc voilà, utiliser l'hydrogène, que ce soit dans une pile à combustible, dans un moteur, c'est très bien, mais il faut qu'on ait un stockage pour pouvoir l'utiliser. Donc on a un petit peu parlé justement des deux solutions. Donc on va avoir généralement soit le gaz comprimé, donc dans des réservoirs qui ressemblent un petit peu à ça, avec généralement donc une couche interne qui va être hermétique pour éviter que justement le gaz fuit à travers la paroi. Des structures renforcées, donc ce soit à l'intérieur pour que le réservoir résiste à la pression, hein, on peut aller jusqu'à 700 bars. Et ensuite une couche à l'extérieur aussi pour que ce soit résistant au choc. Donc on sait faire des réservoirs très résistants sur lesquels on peut tirer au pistolet. Voilà. C'est des choses pareilles qui sont quand même assez bien connues, les réservoirs gaz comprimés. Et l'autre solution, c'est l'hydrogène liquide. Donc, la volonté de liquéfier l'hydrogène, c'est parce qu'on a une bien meilleure densité énergétique massique. Là, si on regarde, on a pour 1 kg d'hydrogène, 14 litres avec l'hydrogène liquide, contre 25 litres pour l'hydrogène gazeux à 700 bars. Mais par contre, au niveau des contraintes du stockage, c'est plus compliqué au niveau du stockage de l'hydrogène liquide. Donc, on a des réservoirs spécifiques avec une grosse isolation thermique pour empêcher que les calories de l'extérieur rentrent vers l'hydrogène liquide. Des soupapes de sécurité, des choses comme ça. Donc, ça va faire des stockages qui vont être assez contraignants et assez lourds. Donc, c'est vraiment pour les applications où on a besoin d'avoir une énorme densité énergétique massique. Donc, typiquement, ça va être le spatial, l'aviation, des choses comme ça. Pour tout ce qui est mobilité légère et même tout ce qui est camion-bus, on va plutôt rester sur du gazeux compressé. Et juste pour finir sur le stockage, il y a d'autres stratégies de stockage. Donc, le cryo compressé, j'en ai un petit peu parlé au début et je ne vais pas forcément développer là-dessus. Il y a aussi des réservoirs qu'on appelle c'est de H2 solide. Bon, l'H2 n'est pas vraiment sous forme solide, c'est en fait des molécules d'H2 qui sont piégées dans des hydrures métalliques. Et ça, c'est pour le coup très safe. Il n'y a vraiment pas de risque ni de surpression, ni de choses comme ça.
Donc ça va être utilisé plutôt pour des petits stockages, type les vélos à hydrogène, ils ont ce type de stockage-là. Bon, pareil, je ne vais pas beaucoup développer, mais c'est pour certaines applications, ça peut être intéressant. Hop. Et pour finir sur la partie technique, le transport d'hydrogène, ça peut se faire sous les différentes formes d'hydrogène, donc de l'H2 gazeux, gazeux compressé, liquide. Donc, par exemple, pour le liquide, ça va beaucoup être du transport par bateau. Il y a aussi des camions d'hydrogène liquide, ça existe. On peut également transporter l'hydrogène sous forme d'ammoniac, c'est-à-dire transformer l'hydrogène en ammoniac avec le procédé Haber-Bosch, qui est utilisé notamment pour fabriquer de l'ammoniac à partir d'hydrogène pour l'industrie de l'engrais. Et ensuite, retransformer l'ammoniac en hydrogène, sachant que l'ammoniac, c'est plus facile de transporter, il y a beaucoup moins de risques au niveau du transport. Ce qu'il faut retenir, par contre, c'est que pour faire cette conversion-déconversion, on a environ entre 7 et 18% de l'énergie qui est contenue dans l'hydrogène qui va être utilisée pour faire la conversion. Donc, c'est pas anodin. Sachant que, par exemple, pour liquéfier de l'hydrogène, il faut aussi, suivant les volumes, jusqu'à 30% de l'énergie contenue dans l'hydrogène pour le liquéfier. Donc, de toute façon, tout ce qui est transformation de la matière de phase, ça va avoir un coût énergétique. Il y a aussi des stratégies, donc c'est les LOHC, qui est un peu le même principe que l'ammoniac, transformer l'hydrogène en une autre forme liquide qui sera plus safe à transporter. Mais bon, pareil, c'est un peu niche et je ne vais pas trop élaborer là-dessus. Et donc, en fait, suivant la forme que prend l'hydrogène, on va plutôt choisir soit des bateaux, soit des camions pour le transporter. Donc tout ce qui est gaz, ça se transporte très bien par camion, soit dans des racks de bouteilles, soit dans des tube trailers. Et après, on peut aussi faire donc des réseaux, hein, des pipelines avec des tubes d'un assez petit diamètre, avec une assez faible pression aussi, généralement en acier, même si, un peu comme pour les réservoirs en général, il y a des polymères qui sont étudiés pour diminuer les coûts, notamment. Euh, et voilà, donc c'est un peu une première approche de la chaîne hydrogène, donc vraiment de la production au transport à l'utilisation. Et donc, au niveau technique, c'est tout pour ce webinaire. Euh, donc, merci beaucoup pour votre attention et je vous invite peut-être, euh, pardon, Daphné, à introduire les formations. Pardon, j'étais un peu... Oui, merci beaucoup, Emma. Je reprends le relais pour vous parler un peu de la CERMA Academy, donc, qui est notre organisme de formation du groupe CERMA. Nous sommes certifiés Calliope. Ainsi, toutes nos formations peuvent faire l'objet de demandes de financement OPCO. Aujourd'hui, nous avons à peu près une cinquantaine de formations à notre catalogue, couvrant l'ensemble des expertises du groupe CERMA, donc de la microélectronique, cybersécurité à l'énergie. Et toutes nos formations sont réalisées par nos experts, donc membres des équipes CERMA. Et comme vous l'a introduit Emma, nous avons du coup 5 formations spécialisées hydrogène à ce jour dans notre catalogue. La première est une introduction au système hydrogène. Nous avons également développé une formation spécialisée sur l'hydrogène liquide et 3 formations dédiées aux piles à combustible. Donc une introductive sur les bases du système de la pile à combustible hydrogène. Et si vous souhaitez aller plus loin, nous avons une formation sur les pratiques de maintenance et opérabilité du système pile à combustible, ainsi qu'une formation focalisée sur les plaques bipolaires. Pardon. Si vous avez des questions et demandes, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail qui s'affiche à l'écran, formation@serment.com. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Et vous pouvez également retrouver l'ensemble des programmes détaillés sur notre site internet, donc le site du groupe CERMA. Donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Nous vous y répondrons dans les plus brefs délais. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.